2025. Une époque où l'on pense que l'égalité femmes-hommes progresse. Pourtant, un territoire reste largement inexploré, méconnu, tabou. La contrainte que fait porter notre société sur les cycles féminins et en retour l'impact des cycles féminins sur notre société. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 65% des femmes en activité ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail. 68% des Français estiment que les règles sont un sujet tabou en entreprise. Pendant ce temps, une femme sur deux souffre de dysménorrhée et 20% déclarent avoir des règles très douloureuses. Au-delà de la douleur, c'est une réalité économique brutale. 1,7 million de femmes en France n'ont pas les moyens de se procurer régulièrement des protections périodiques. 25% des étudiantes sont touchées par la précarité menstruelle. Une étudiante sur 10 fabrique ses propres protections et une sur 20 se contente de papier toilette. Mais les choses bougent. 66% des salariées françaises soutiennent la création d'un congé menstruel. Des entreprises expérimentent, des universités s'engagent, l'État légifère. En 2023, les femmes victimes de fausses couches obtiennent un arrêt maladie sans carence. Les cycles féminins sortent enfin de l'ombre. En 2024, l'IVG entre dans la Constitution. En France, la Fondation des femmes avec l'association Genre et Statistiques ont estimé en 2022 que le coût annuel des inégalités entre femmes et hommes s'élève à 118 milliards d'euros. Mais il n'existe aucune donnée chiffrée mesurant l'impact macroéconomique spécifiquement imputable aux fluctuations des cycles féminins, hormis le cas de l'endométriose. Nous pouvons d'ores et déjà constater qu'un impact supposé des cycles féminins sur la société se base sur un échantillon d'études faibles et sur des preuves scientifiques fragiles. Il nous permet néanmoins de constater que c'est un sujet de la recherche insuffisamment exploré. À défaut de pouvoir évaluer leur impact économique, nous avons questionné la portée sociétale des cycles féminins. Et nous sommes allés à la rencontre de femmes qui ont accepté de partager leur expérience personnelle et professionnelle. La puberté normale, c'est entre 7-8 ans le démarrage et ça peut aller jusqu'à peu près 14 ans. J'ai pas été préparée plus que ça. La contraception hormonale, elle éteint ce cycle. Et ça, on ne le sait pas. Parce qu'on réduit l'appareil reproducteur à cette fonction-là, à la fonction reproductive, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. On parlait de préménopause, etc. On ne sait rien, on n'est pas informé. Effectivement, on ressent des choses dans son corps. Moi, j'ai ressenti plein de choses. Qu'est-ce qui se passe à la ménopause? C'est qu'on n'a plus de filtre. Les hormones sont parties et on est nature peinture. À travers les témoignages de ces expertes et de ces femmes recueillis lors de 3 soirées débats, nous avons exploré ces cycles qui nous concernent toutes et tous, directement ou indirectement, Pour esquisser un instantané de cette problématique en partageant un vécu commun afin de comprendre les ressorts cachés de nos inégalités et les clés de leur résilience. En France, 90% des filles connaissent leurs premières règles entre 11 et 14 ans. Ces étapes naturelles qui concernent la moitié de l'humanité restent souvent taboues, mal comprises, insuffisamment accompagnées. Alice Pia, je commence par vous par une première question. Qu'est-ce que la puberté exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition? Alors, on va dire que la puberté, c'est cette fameuse période de changement de la vie d'enfant à la vie d'adolescent, c'est-à-dire de petit adulte, adulte en devenir. Avant 7 ans, on parlera de puberté précoce. Après 14 ans, par contre,
On parlera de puberté tardive. Quand c'est arrivé, j'ai eu cet effet de surprise où je me suis dit, waouh, ok, il y a quelque chose qui change, ça fait peur, et maintenant comment on fait? J'avais énormément d'acné et du coup, avec ce qui s'ensuit, des moqueries, etc. Mais j'ai vu mon corps changer et c'est vrai que ça peut être perturbant. À l'inverse, certaines attendent, observent leur père évoluer, questionnant leur propre normalité. Moi, ça ne venait pas tellement, donc c'était un petit peu perturbant. Ce regard aussi qui était un peu difficile de voir que les autres changent, tandis que moi, ce n'était pas le cas. Bon, ça a fini par arriver, hein. Et puis, je me suis demandé à ce moment-là pourquoi j'attendais que ça arrive avec tant d'impatience. Le regard des autres, surtout à cet âge, surtout sur ce sujet, perturbe tout de même 68% des filles qui se déclarent mal à l'aise à l'idée d'utiliser les sanitaires de leur école au moment de leurs règles. Et seuls 15% des jeunes filles ont déjà entendu parler des règles à l'école avant de les avoir elles-mêmes, selon la même étude. J'ai pas été préparée plus que ça. Dans le cadre familial, oui, mais à l'école, pas du tout. Et je trouve que c'est quand même assez regrettable. Enfin, moi, je sais qu'à mon époque, on avait ces bibles de filles. Il y avait tout sur la puberté. Il y avait des tranches d'âge. Là, tu dois avoir ton premier copain. Là, tu dois avoir tes règles. Et... C'est vrai que si on rentrait pas dans ces cas, Ouais. on se sentait un peu... Un peu à l'écart, ouais. Et on n'osait pas en parler, en fait. Non. Hein. C'est toujours pareil, libérer la parole, quand on est jeune, c'est pas facile. Hein. Premier constat de cette parole partagée, la puberté révèle déjà les inégalités d'accès à l'information qui marqueront tout le parcours des femmes. L'impact des cycles sur la scolarité et leur accompagnement universel semblent rester les parents pauvres de cette période charnière où chacune navigue entre normes sociales et réalités corporelles. Il est un sujet qui revient inévitablement quand on parle de puberté, ce sont les douleurs pendant les règles. Affronter ces douleurs, les anticiper avant, les supporter pendant, s'en remettre après, représente pour toutes un défi menstruel pour lequel l'automassage peut apporter un peu de réconfort. On peut juste avant peut-être mettre un peu de chaleur, donc du coup qui va détendre cette crispation. Et ensuite d'y aller vraiment tranquillement, même avec une huile de massage neutre, masser en mouvement circulaire dans le sens aiguille d'une montre, et aussi venir masser les lombaires. Très souvent, c'est à ce niveau-là où il y a ces tensions et ça tire. Et on peut aussi avoir des exercices de mobilité articulaire, c'est d'être allongé sur le dos et de venir ramener les genoux vers le buste et créer un mouvement de balancier de droite à gauche. Donc comme on va venir étirer et qu'on aura automassé, donc du coup ça va venir assouplir. Nathalie est naturopathe. Parmi les personnes qui fréquentent son cabinet se trouvent des jeunes filles qui viennent avec leur mère se faire conseiller sur un sujet important qui les inquiète, la nutrition pendant la période de leurs règles. Justement, j'essaie de leur faire prendre un petit peu cette notion de on est un être qui vit dans un environnement, en fait, donc il y a effectivement notre héritage génétique, personnel, familial, etc. et notre environnement avec l'épigénétique qu'il y a autour de nous, en fait, hein. Le stress que tu as évoqué, hein, qui peut être généré par voilà, de la malbouffe, par exemple, mais aussi le stress d'un examen, c'est que bah, en fonction de la période du cycle qu'on va traverser, eh bien, on va avoir des émotions qu'on va traverser de manière très, très différente. Mais effectivement, dans les recommandations, on va aller aussi eh bien, compenser cette perte de sang, par exemple, avec des aliments plutôt protéinés, hein, riches en fer. Maria, vous avez, vous, une astuce? Moi, j'ai un énorme rituel que j'aimerais vraiment vous partager. Maria Moreno-Montano est docteure en neurosciences. Elle a notamment étudié l'impact positif de la cyclicité féminine sur le cerveau. Cette merveilleuse approche de la symptothermie. Et avec cet outil-là de suivi de température, d'observation des sécrétions, d'observation mentale, émotionnelle, physique, énergie, j'arrive aujourd'hui à accompagner mes hormones. J'arrive à aligner mon quotidien avec mon cycle. En fait, j'ai remarqué que les douleurs, elles diminuent. Elles s'atténuent. Mais vraiment. Et c'est tout à fait logique. Pendant les règles, l'organisme, il utilise toute son énergie en bas. Les règles, c'est un peu notre hiver. L'ovulation, c'est notre été. Et en fait,
dans cette société qui fonctionne sur un modèle très linéaire où il y a peu de cyclicité, on nous fait bosser pendant notre hiver. Les arbres, par exemple, l'hiver. On voit bien qu'ils n'ont pas de feuilles, qu'ils n'ont pas de fleurs. Et pourtant, ils ne sont pas malades. On ne va pas forcer un arbre à faire pousser des feuilles, des fruits. Et ben nous, c'est pareil. Nous, on est un peu cet arbre. Et si on le laisse faire, et ben il n'y a pas de douleur. On va à la fac, on va au travail, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de du coup, cette énergie-là, elle doit être dispatchée. Et la douleur, c'est un allié merveilleux de notre corps parce qu'il nous dit quand il y a un truc qui ne va pas. Et là, si on a tout mal pendant nos règles, c'est un énorme warning qu'on est en train de trop tirer sur la corde. Ces bouleversements corporels et psychologiques, qui touchent près d'1 million de jeunes filles chaque année en France, ouvrent également la voie à de nouveaux questionnements. Comment apprivoiser sa sexualité naissante dans le respect de soi et des autres? Il est essentiel de rappeler que le consentement doit passer par l'éducation des garçons. Le consentement ne peut être désigné comme un apprentissage exclusivement féminin, même si c'est celui que nous aborderons ici aujourd'hui. Comment donc préparer les adolescents et adolescentes à poser des limites, à s'écouter, à faire confiance? Car le consentement ne se résume pas à un simple oui. Il s'agit d'une conscience de soi et de ses désirs. Quand j'ai préparé cette rencontre avec vous, vous m'avez alerté sur un point pour lequel je n'avais pas été sensibilisée, que le consentement mutuel, c'est aussi le respect de soi, c'est-à-dire de l'accepter, de passer un moment joyeux, personnellement, et également un respect avec l'autre. Au moment où les règles arrivent, l'évolution de leur corps, forcément ça suscite la curiosité, il y a aussi cette envie de plaire, d'oser, de dire: «Ça c'est ma limite, c'est non» et de verbaliser. Et je pense que ça reste important de pouvoir le transmettre plus tôt, pour pouvoir accompagner et qu'elle soit éclairée dans la notion de consentement. Alice, déjà, juste pour revenir justement sur ce que disait Fleur tout à l'heure, parce que c'était intéressant, je trouvais. Il y a quand même aujourd'hui cette volonté, on va dire, de faire des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, les fameux EVARS. Et justement, dans ces fameux cours, qui sont censés être faits et bien faits, il y a de pouvoir montrer la différence des corps et de pouvoir réapproprier son propre corps. Et donc, c'est important, justement, en tant que parent, de pouvoir dire à son enfant, avant d'envisager quelques relations, que ce soit avec qui que ce soit d'autre, sois déjà en relation avec toi. Dans mes consultations de sexothérapie, les 3/4 des femmes ne se connaissent pas. Et du coup, on repart à la base. Je reprends contact avec moi, je reviens à la connaissance de mon propre corps. Comme le rappelle l'association Nous Toutes dans une campagne diffusée sur Instagram, tous les textes internationaux préconisent une éducation complète à la sexualité et le programme EVARS se conforme aux recommandations internationales. Informer ne suffit pas, relate-t-elle. Il faut expliquer, décrypter les stéréotypes de genre et donc éduquer au concept d'égalité, de respect, de consentement, permettre de comprendre les violences et les discriminations. Et de citer des chiffres significatifs. Les mineurs représentent 55% des victimes de violences sexuelles connues des autorités. 18,4% des filles déclarent avoir été victimes d'insultes sexistes. 10,6% d'un comportement déplacé à caractère sexuel. Et les parents dans tout ça? Comment poser des limites sans reproduire des interdits culpabilisants ou imposer une vision de la sexualité? Entre protection et éducation, les parents naviguent dans un équilibre délicat. Et c'est une société où il y a une méconnaissance totale qui baigne autour de la sexualité, autour de la biologie de la femme, mais des hommes aussi également. La vraie problématique, c'est pas de chercher à interdire, mais c'est d'être sûr que dès plus jeune âge, les individus aient les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Moi, je préfère parler d'ajustement, d'avoir plutôt un regard conciliant plus que restrictif parce qu'on le sait, c'est pas très efficace. La loi tente d'encadrer ces relations entre mineurs, mais la réalité juridique reste complexe, surtout si un majeur est impliqué. Dans les deux cas, les parents se retrouvent alors confrontés à des situations où le droit, l'amour et la protection entrent en collision. Alors déjà, il faut savoir que la majorité sexuelle en tant que telle, juridiquement, ça n'existe pas. Donc c'est un terme qu'on utilise pour essayer de définir les choses, mais ça n'existe pas. Juridiquement, il n'y a aucun texte qui dit la majorité sexuelle est fixée à tel âge. Donc déjà, ça c'est une première chose. En revanche, les textes vont venir en fait fixer des infractions ou définir des circonstances aggravantes par rapport à un certain seuil. Et c'est là qu'on retrouve cette notion un petit peu de majorité sexuelle qu'on utilise, parce que c'est plus facile aussi pour comprendre les choses. Il faut savoir quand même que depuis 1945, tout acte sexuel commis par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans est prohibé. La loi ne définit pas clairement la question des relations sexuelles entre les mineurs. Donc le principe, on se dit que c'est que les mineurs entre eux, ils peuvent avoir des relations sexuelles tant que c'est consenti. On retrouve cette notion de consentement. Sachant que là aussi, c'est très intéressant, le consentement n'est pas défini. Donc dans la loi, on n'a pas de définition du consentement. Alors plus on définit les choses de façon précise, parfois plus c'est compliqué sur le plan juridique d'englober des situations. La loi, elle essaye quand même d'être générale. Pour savoir en fait si les mineurs, ils ont le droit d'avoir des relations entre eux, on n'a pas de texte, on interprète le silence des textes en fait. Donc c'est à contrario qu'on raisonne. Mineurs de moins de 15 ans entre eux. Donc pas de problème, pourvu que ce soit consenti, et sachant que les parents ont quand même leur mot à dire là-dessus. Parce qu'en tant que titulaire de l'autorité parentale, ils ont un devoir de surveillance de leur enfant, de le protéger dans sa sécurité, sa moralité, et donc ils ont évidemment quelque chose à dire à ce niveau-là. Dans ce tissage de vécu, d'obstacles juridiques et de transmissions parfois maladroites, une chose ressort clairement. Le consentement s'apprend, le consentement s'éduque, et il commence bien avant le premier rapport. L'accès à la contraception cristallise les enjeux de liberté et d'égalité. En France, plus de 7 femmes sur 10 en âge de procréer utilisent une méthode contraceptive. Cependant, entre 2010 et 2013, le recours à la pilule a chuté de 50 à 41% chez les femmes de 15-49 ans, notamment suite aux controverses sur les pilules de troisième génération. Cette évolution révèle les questionnements autour des effets et limites de la contraception hormonale. En France, l'accès à la contraception pour les mineurs représente un enjeu majeur de santé publique. Entre protection des jeunes et respect de l'autorité parentale, comment notre société a-t-elle organisé cet équilibre délicat? Est-ce que les parents ne sont pas avertis du tout? Ils ne sont pas avertis du tout. Il n'y a pas une obligation. Quand un enfant va au planning familial dans un centre de santé sexuelle, ils sont reçus en tant qu'individus. Ouais. Il n'y a pas d'obligation, sachant qu'en plus, à partir d'un certain âge, ils peuvent avoir leur propre carte vitale. Cette avancée majeure qui permet aux jeunes femmes d'accéder à la contraception sans l'accord parental révèle aussi les difficultés de les accompagner vers une sexualité responsable. Quand j'ai travaillé en officine, j'étais un peu choquée du nombre de contraceptions d'urgence qu'on délivrait à des mineurs et qui n'étaient pas forcément informés non plus sur la dangerosité de cette contraception d'urgence et qui prenaient ça un peu comme des bonbons et se protégeaient pas forcément, sachant que nous, on n'a pas le droit de refuser une contraception d'urgence à l'officine. C'est tout le paradoxe de ce filet de sécurité essentiel. Son accès facilité, bien qu'indispensable pour éviter une grossesse non désirée, éclaire sur un tabou qui persiste autour de l'éducation sexuelle. On essaye toujours de voir si elles sont pas en danger, mais c'est vrai qu'elles sont souvent un peu réfractaires à ça et c'est un peu discriminant de venir à la pharmacie pour demander une contraception d'urgence. Se pose inévitablement la question des effets de la contraception hormonale sur le corps et la vie des femmes. Quel impacte la libido ou le cerveau? Ce débat scientifique est encore largement méconnu du grand public. On a un système hormonal dans notre corps qui
est lié à nos règles, à notre fonctionnement. Quand on va prendre une pilule, du coup, si pilule il y a, c'est forcément une hormone. Donc, c'est-à-dire qu'on ingère une autre hormone qui va forcément venir diminuer une autre hormone dans notre corps. D'accord. Donc, il y a un risque de perte de libido. Parmi les nombreux effets indésirables de la contraception hormonale, ceux qui concernent le cerveau sont encore peu étudiés. Leur impact insoupçonné sur le fonctionnement cérébral questionne le prix de cette liberté. La contraception hormonale féminine, c'est un sujet qui est très délicat, mais un peu comme ça, c'est de choisir entre la peste et le choléra. Et je vais m'expliquer. Euh, oui, il faut qu'il y ait une protection, une planification. C'est un droit que les femmes, elles sont battues pour. Mais moi, je suis pour une contraception éclairée, une contraception informée. Et il y a beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup de publications dans la littérature neuroscientifique qui montrent que la contraception hormonale a des impacts nuisibles sur le cerveau. Et tout ça, on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas vraiment que nos ovaires et notre utérus, ils sont intimement connectés avec le fonctionnement de notre cerveau. Et on parle beaucoup de cycles et douleurs et comment on n'est pas bien. Mais en fait, il y a tout un volet de la cyclicité qu'on ne nous apprend pas. Donc, pourquoi je dis la peste ou le choléra? Parce qu'évidemment, on a besoin de se protéger. C'est un droit. Et je suis d'accord, il y a beaucoup moins de contraception masculine, mais on n'a jamais exploré le blocage de la testostérone. Nous, on bloque les hormones féminines. Si on bloque la testostérone chez les hommes, ça aussi, ça va faire un peu des petits dégâts. Alors justement, je vous remercie Maria. Est-ce qu'on confierait la contraception à un homme? Pour les hommes, il y a peu de contraception, on va dire sans hormones, mais il y a le fameux maintenant anneau chauffant qui leur permet aussi de pouvoir avoir une contraception avec des taux de résultats qui sont moins importants. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, je pense, c'est de vraiment expliquer, là on est quand même sur le premier rapport, le préservatif, c'est une non-négociation. Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi que ça soit entendu. Et le préservatif, c'est pour les IST. Essentiellement, c'est pas un contraceptif à permanence parce que ça serait bien de prendre et le préservatif et une contraception. Alors, pour ma part, moi, j'ai des amis qui ont accepté de passer au bloc. Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce qu'il y a un chemin chez les hommes qui se fait dans le domaine de la contraception, à la fois sur le plan hormonal, mais à la fois sur une intervention chirurgicale pour qu'à un moment donné, on pense ne pas avoir d'autres enfants, quoi. YCT 529, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il désigne la première pilule sans hormones pour hommes. YCT 529 est actuellement à l'étude aux États-Unis sur des souris avec des résultats prometteurs. 99% des rongeurs ne produisaient plus de spermatozoïdes après 4 semaines de traitement. Son mécanisme d'action, bloquer la protéine responsable de la production et de la maturation des spermatozoïdes. Un processus réversible par rapport à la vasectomie, puisqu'à l'arrêt de la pilule, la fertilité revient à la normale en 4 à 6 semaines. Encore beaucoup d'étapes à franchir avant l'approbation de la FDA aux USA et le feu vert des instances de régulation du médicament en France. En 2021, une étude publiée par Statista indiquait que 37% des hommes étaient prêts à utiliser une pilule contraceptive hormonale avec des effets secondaires équivalents à la pilule féminine. Gageons que ce chiffre pourrait largement augmenter si YCT 529 venait à être disponible sur le marché français. « 70% des femmes utilisent une contraception. Que se passe-t-il quand, par choix ou par surprise, la grossesse survient? En France, on compte environ 750 000 naissances par an. Une nouvelle étape du cycle féminin au cours duquel non seulement le corps de la femme, mais son rapport à la société se transforme. Comment la société accompagne-t-elle cette métamorphose? Entre émerveillement et injonction, entre soutien et solitude,
La grossesse révèle plus que jamais l'impact profond des cycles féminins sur notre organisation sociale. Et contrairement aux représentations idéalisées, la grossesse ressemble rarement à une photo de magazine. Nausées, douleurs, diabète gestationnel, une réalité plus complexe, faite d'inconfort physique et de bouleversements psychologiques que peu osent exprimer. Je voudrais poser la question à tout le monde. Est-ce que autour de vous, vous avez comme ça des témoignages de femmes qui vous parlent de leur grossesse, de leur inconfort, hein, du corps qu'elles n'acceptent pas? Ça peut arriver également. Est-ce que tout ça, on en parle entre nous ou ça reste encore tabou, où il faut être une femme épanouie, heureuse d'être enceinte et de donner la vie? Je pense que dans un groupe restreint d'amitié, où on peut tous dire ça se dit, Ouais. mais en société, quand le sujet est abordé, on va jamais dans le détail. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Fleur. Je pense que c'est quelque chose qui reste encore relativement tabou. Je vais prendre le cas de ma meilleure amie qui a pu me confier effectivement que ces changements physiques étaient un peu difficiles à accepter. Et pour elle, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc c'est quelque chose qu'elle peut me confier à moi, mais je pense effectivement que c'est pas forcément quelque chose qu'elle va dire à d'autres personnes. Je pense que le bien-être de la femme et ses ressentis sur la grossesse sont encore moins abordés et encore plus tabous. Particulièrement, moi, je dirais au premier trimestre, puisqu'au premier trimestre, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas encore dévoiler la grossesse par peur de la fausse couche. Elles sont un peu dans une solitude. Il y a énormément de fatigue, il y a les nausées, parfois les vomissements et voilà, il y a beaucoup d'autres symptômes. L'alimentation, elle est quand même drastique pendant la grossesse avec tous les interdits, tout ce qu'on ne peut pas manger. Il y a vraiment une éviction sociale parce qu'à cause des nausées et de la fatigue, elles doivent refuser des fois certaines sorties, certaines choses. Et donc, elles sont un peu enfermées dans cette souffrance physique et cette solitude parce que la grossesse n'est pas encore officielle. Donc, en plus, on a moins d'interlocuteurs pour parler de ça. Mais pourquoi tant de femmes taisent-elles leurs difficultés? Pourquoi notre société impose-t-elle cette image d'une maternité forcément épanouissante? L'injonction au bonheur maternel révèle comment nous instrumentalisons le corps des femmes. Oui, puis de le vivre librement. Je crois que ça serait tellement plus simple aujourd'hui de se dire: «Tiens, je viens de faire mon test, je suis enceinte. Voilà. Ah bah, je suis enceinte. Bah, je suis contente, je suis enceinte ou je suis pas contente ou je sais pas». Mais pouvoir en parler très simplement, il y a ce truc de dire: «Non, non, il faut pas en parler si mon employeur le sait, machin et si jamais je fais une fausse couche et si» mais on se met plein de choses et puis il y a ce diktat de: «Oh mais bon, tu l'as voulu, quoi. Et puis c'est pas grave. Bah, c'est 9 mois de ta vie que tu donnes pour un enfant quand même. Bon, bah, c'est pas grave, hein? Tu vas pas nous hein? Il y en a plein qui sont passés avant toi». Donc en fait, la femme est presque, en fait, une sorte d'enveloppe corporelle et qui ne doit voilà, qui doit passer ce qu'elle passe et puis, bah, ce qui voilà. Un incubateur. C'est un peu ça. Effectivement, quand on va aborder la nutrition pour une femme, et notamment quand elle est enceinte, on va veiller effectivement à ce qu'elle ait un bol alimentaire suffisamment important pour elle, pour subvenir à ses besoins en termes de nutrition et de micronutrition. Maintenant, c'est en pleine évolution dans les recherches micronutritionnelles, mais globalement, c'est vraiment favoriser des aliments riches en fibres, comme le pain complet, par exemple, la cuisson lente des aliments pour qu'on puisse préserver les micronutriments des aliments. Aujourd'hui, on est exposé de plus en plus et à notre insu à des polluants éternels, à des métaux lourds, etc. Et donc, effectivement, on va favoriser une alimentation le plus sain possible et le plus bio possible, évidemment, dans la mesure où c'est faisable, hein. Alors Fleur Four, vous accompagnez les femmes avec le massage périnatal. Comment vous pouvez les aider, ces femmes, justement? Alors déjà, je vais les accompagner, mais à partir du 3e mois. Donc, c'est le temps que le fœtus soit bien installé. Il y a des inconforts et c'est là où j'interviens pour justement apaiser, soulager et accompagner. 37 et 38e semaine, on ne touche pas la femme enceinte parce qu'il y a la maturation des poumons à ce moment-là. Après, voilà, c'est des petits exercices de mobilité quand elles ont du mal à se baisser, pour leur lacet, vraiment pour pouvoir déverrouiller un petit peu le bassin. La grossesse redéfinit aussi l'intimité du couple.
Entre désirs fluctuants et transformations corporelles, comment maintenir la connexion amoureuse quand le corps de la femme devient le territoire d'une autre vie? La sexualité du couple, quand il y a une grossesse, est très particulière. En général, les 3 premiers mois, elle n'y est pas trop, la sexualité à ce moment-là, parce qu'il peut y avoir les vomissements, en effet, la nausée, la grande fatigue du démarrage. Puis quand on se lève tous les matins avec la nausée, bon, c'est peut-être pas la première chose auquel on pense non plus. Par contre, ce qui est hyper important pour maintenir le couple, quand je parle de sexualité, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument maintenir une tendresse, maintenir un contact physique. Et en effet, les câlins, les massages, la tendresse au général maintiendra cette sexualité. Après, il y a souvent le deuxième trimestre. Alors là, en général, pour pas mal de femmes, c'est tout feu, tout flamme. Là, les hormones, elles sont au maximal, elles en peuvent plus, elles ont hyper envie de leur mari tout le temps, elles ont vraiment des grandes phases de désir. Bon, là, les maris viennent pas trop pour se plaindre à ce moment-là. En général, je les vois pas dans cette phase-là. Et puis, troisième phase qui arrive, bah là, le bébé prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, le ventre prend beaucoup, beaucoup de place. Et là, ça peut devenir un peu plus compliqué. Il y a des maris qui clairement refusent parce qu'ils ont peur de toucher le bébé, peur de faire mal. Un, on peut expliquer. Deux, on peut tout simplement aussi accepter que chacun a ses craintes, chacun ses peurs, chacun ses doutes. La sexualité, c'est pas une obligation. Par contre, pareil, on maintient câlin, tendresse. On peut essayer d'autres positions. On peut tout simplement se prendre dans les bras. Et je crois que finalement, sur le dernier trimestre, c'est un peu ce qui arrive aussi. Et c'est finalement ces couples-là qui arriveront à renouer facilement avec une sexualité après. Dans cette série de récits sur les vécus de la grossesse, d'autres réalités invisibles doivent être convoquées. Celle des femmes qui découvrent une maternité qui aura totalement échappé à leur conscience. Que se passe-t-il quand le corps de la femme garde son secret, y compris pour elle-même? Contrairement aux idées reçues, le déni de grossesse n'est pas un déni de réalité. C'est un processus psychosomatique complexe où le corps lui-même collabore à maintenir le secret, adaptant ses manifestations aux mécanismes de défense psychologique. Il y a les femmes qui n'ont pas du tout de symptômes de grossesse. Donc biologiquement, si elles font une prise de sang, test urinaire, elles sont enceintes, hein, mais du coup, il y a pas de symptômes, donc tout ce qu'on a dit qu'on pouvait avoir, les nausées, la fatigue, il y a pas du tout de symptômes. Ou alors, il peut y avoir, des symptômes, mais qui ne sont pas reconnus comme des symptômes de grossesse. Donc des patientes qui se plaignent d'avoir mal au ventre, d'être fatiguées, d'avoir des variabilités d'humeur, mais qui ne l'associent pas à la grossesse. La grossesse va prendre sa place et grandir, entre guillemets, vers l'intérieur et rester masquée. L'état de grossesse n'est tellement pas désiré et propice qu'en fait, voilà, inconsciemment, les symptômes de grossesse restent absents. Chaque femme qui vit en fait un déni de grossesse, c'est vraiment un choc émotionnel, hein, parce que voilà, il y a de l'incompréhension, elle comprend pas comme le corps médical ou quand son médecin a été la voir. Le déni de grossesse bouleverse nos représentations. Ce phénomène, loin d'être anecdotique, questionne notre compréhension de la maternité et soulève des enjeux complexes. Chaque année en France, ce sont près de 200 000 femmes qui vivent une fausse couche. C'est une grossesse sur 4. Pourtant, ce déchirement reste minimisé, invisibilisé. Les femmes se retrouvent seules face à une perte et un deuil que la société refuse de reconnaître, parfois jusque dans l'intimité. C'est pas grave, t'en auras un autre, mais ne t'inquiète pas, c'est un amas de cellules, etc., etc. Ce qui démunit complètement la femme qui ne peut pas vivre en fait en se disant mais j'ai perdu un bébé, je m'étais projetée dans une grossesse, je m'étais projetée dans une parentalité et elle se trouve complètement démunie. Cette minimisation trouve ses racines dans un tabou profondément ancré. Les 3 premiers mois de silence imposé.
Ce silence contribue à effacer ce qui a été vécu jusque dans sa désignation. Fausse couche. Les fameux 3 premiers mois où on ne doit pas dire qu'on est enceinte. Donc, en gros, votre grossesse n'existe pas. Donc, si la grossesse n'existe pas, la problématique n'existe pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, si demain, ça arrive à une femme, qu'elle puisse tout de suite, se retourner, soit vers sa sage-femme, soit vers son gynéco, soit vers un thérapeute, un psy, ce qu'elle veut. Quelqu'un qui soit là pour elle, pour l'écouter, elle, où elle puisse venir déposer ce qu'elle a déposé. Face à cette réalité, une avancée a été votée en 2023. Pour la première fois, un cadre légal reconnaît la souffrance des femmes après une fausse couche. Donc, on a eu une loi en fait le 7 juillet 2023. Avant 22 semaines d'aménorrhée, on a le droit de prendre un arrêt maladie qui sera indemnisé effectivement dès le premier jour sans délai de carence. Et donc, après 22 semaines d'aménorrhée, là en fait, on rebascule sur le congé maternité classique. Dans un premier temps, c'est un arrêt maladie. Dans un second temps, c'est un congé maternité. Avec cette précision en plus que la loi de 2023 a renforcé la protection des salariés ayant vécu une fausse couche en fonction des périodes. Avant la 14e semaine d'aménorrhée, il n'y a pas de protection spécifique. Entre la 14e et la 21e semaine, on a interdiction pour l'employeur de rompre le contrat de travail pendant les 10 semaines qui suivent la fausse couche. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et après la 22e semaine, ça, c'est la protection classique en fait liée au congé maternité. Ce n'est pas un congé, ce ne sont pas des vacances. C'est un arrêt nécessaire pour traverser un deuil intime, un premier pas vers la reconnaissance d'un vécu encore trop souvent réduit au silence. Qu'elle soit subie ou choisie, la fin d'une grossesse confronte toujours les femmes à une même réalité, celle d'un projet qui s'interrompt. Mais quand cette interruption relève d'une décision personnelle, les regards de la société changent et avec eux, l'accompagnement qui leur est offert. En fait, on pourrait se dire, je suis enceinte, est-ce que je désire le garder? Est-ce que le couple désire le garder? Tiens, il faudrait qu'on soit accompagné, qu'on puisse se poser, qu'on puisse y réfléchir, peser le pour, le contre. En 2023, 243 600 interruptions volontaires de grossesse ont été pratiquées en France, soit 16,8 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce chiffre stable depuis les années 2000 représente une réalité médicale et sociale majeure. 76% de ces interventions sont réalisées avant 10 semaines de grossesse et 79% sont des IVG médicamenteuses. Nous, en tant que sage-femme libérale, et ça concerne aussi les gynécologues et les médecins généralistes, on peut proposer l'IVG médicamenteuse uniquement en ville. C'est des patientes qui viennent en fait faire une première prise de médicaments à notre cabinet et ensuite, 48 heures après, il y a une deuxième prise de médicaments à domicile et c'est là où va se dérouler l'évacuation du coup de la grossesse avec les saignements. Donc c'est quand même encadré effectivement puisque c'est pas n'importe qui peut pratiquer les IVG. Il faut une formation particulière, il faut être conventionné avec un établissement de santé et qu'il y ait une formation régulière et entretenue, puisque les protocoles, ils évoluent régulièrement. Une consultation d'IVG, c'est pas juste la prise d'un médicament et l'arrêt de la grossesse, c'est évaluer où a été l'échec de contraception, qu'est-ce qui a amené à cette IVG et à ce moment-là, proposer à la femme et au couple une contraception derrière qui va être efficace pour éviter de revivre cette étape difficile. Nous, ce qu'on propose en ville, c'est l'IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines de grossesse. Après, au-delà, c'est des IVG instrumentales qui sont faites dans les structures, en clinique ou à l'hôpital. Natacha, vous allez peut-être pouvoir nous renseigner un peu sur comment la loi protège l'avortement. Tout le monde sait, tout le monde connaît les combats qui ont été menés pour la loi Veil. Et donc, la loi a évolué entre-temps, depuis 1975. Et aujourd'hui, on est sur 14 semaines, le délai légal, effectivement, pour avorter. Il y a eu aussi des évolutions par rapport à la prise en charge des frais par l'assurance maladie. Ce genre d'évolution, notamment l'intervention des sages-femmes. Donc ça, c'est depuis 2016 qu'elles peuvent pratiquer les IVG médicamenteuses. Donc voilà, il y a eu tout ce genre d'évolution de la loi. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, et ça rejoint ce qui a été dit, c'est qu'en réalité, les choses ne sont pas définitivement
forcément acquise parce que déjà, il y a encore effectivement des praticiens qui peuvent se montrer entre guillemets «hostiles» et donc des femmes qui peuvent vivre des véritables violences. Moi, j'appelle ça une violence en fait, hein, par rapport à ça. Et d'un point de vue plus général, on a pu voir à travers ce qui s'est passé aux États-Unis, un certain recul par rapport aux droits des femmes et qui a généré du coup un débat en France, hein, par rapport à tout ça. Le droit à l'IVG se heurte encore à des résistances. Ce qui devrait être un accompagnement sans jugement peut se transformer en un parcours de la combattante. Certains praticiens, au-delà de leur clause de conscience légitime, imposent aux femmes des violences psychologiques, obstétricales et gynécologiques qui marquent durablement leur parcours. Depuis 2015, l'Institut de recherche et d'action pour la santé des femmes répertorie les actes subis par plus de 3000 victimes à l'accueil, à l'examen clinique, pendant un acte, parmi lesquels le refus d'accéder à une demande d'IVG ou de prise en charge de la douleur suite à celle-ci. Moi, je reçois des patientes au cabinet qui sont, dans un état, déjà toutes seules, les femmes se culpabilisent assez toutes seules, mais parfois vraiment surculpabilisées par, des personnes qu'elles rencontrent. Après, quand on a l'habitude d'accompagner ces femmes, d'avoir un réseau de personnes qui sont bienveillantes pour pas qu'il y ait toutes ces épreuves qui se rajoutent, en fait, dans le cheminement de l'IVG ou de la fausse couche, quoi. Une proposition de loi visant à reconnaître et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques et à lutter contre ces violences faites aux femmes a été déposée le 19 décembre 2024 et renvoyée à la Commission des affaires sociales. De son côté, l'association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques a lancé en août 2025 la première enquête nationale pour évaluer la place du consentement dans les consultations gynécologiques. Au-delà des textes, c'est une question de respect, d'écoute et d'accompagnement qui se joue pour que chaque femme puisse exercer librement son droit dans la dignité et la sécurité. Malgré l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, son accès ne cesse de diminuer. En 2005, 653 établissements de santé la prenaient en charge. En 2018, c'était 511. En 2023, 41% des IVG étaient réalisés hors établissement de santé, près de 11 500 en centre de santé ou en centre de santé sexuelle, dont 119 de façon instrumentale et un peu plus de 89 000 dans un cabinet libéral, y compris par téléconsultation. L'IVG ne se résume pas à un acte médical ou à un encadrement légal. C'est un parcours encadré qui nécessite formation, bienveillance et accompagnement complet de la femme. Déconstruire les tabous, renforcer les réseaux de soutien et garantir un accès sans entrave à l'IVG sont essentiels pour que ce droit fondamental ne reste pas qu'un acquis juridique, mais devienne une réalité accessible à toutes en toute confiance. S'il est un parcours où la confiance est indispensable, c'est celui de la PMA. En 2020, 123 174 tentatives de procréation médicalement assistée ont été recensées en France, donnant naissance à 20 223 enfants, soit 2,7% des naissances nationales. Ces chiffres illustrent une réalité croissante. L'infertilité touche désormais un couple sur 8. La PMA ne commence pas dans les centres médicaux, mais par une préparation du corps et de l'esprit, un accompagnement global du couple dans leur projet parental. On va avoir en réalité les premières lois par rapport à la bioéthique, c'est les lois de 94, les 3 lois bioéthiques de 94, qui ont encadré en fait la PMA, mais dans des conditions très restrictives, puisqu'à l'origine ça s'adressait aux couples hétérosexuels, mariés ou en concubinage notoire, avec une infertilité médicalement constatée. Donc à l'origine c'était ça la PMA. Excluant de fait certains couples et situations. Mais les lois ont progressivement évolué, ouvrant de nouvelles possibilités. La loi bioéthique de 2021 qui a cette fois-ci élargi la PMA aux couples homosexuels, donc de femmes, donc mariées ou pas, donc même les femmes seules. Donc ça, c'est quand même une avancée majeure en matière de PMA. Cette ouverture progressive traduit une reconnaissance plus large des différentes configurations familiales, tout en soulevant des questions nouvelles.
notamment autour de la filiation et du rôle du donneur. Pour les couples hétérosexuels, mariés ou pas, la filiation, elle est simple. Pour le père, présomption de paternité. Pour le mari, pardon, présomption de paternité. Et pour donc quand ils sont pas mariés, donc reconnaissance de paternité. Pour les couples de femmes, on peut faire une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire. Donc on n'a plus besoin de recourir à l'adoption. Les couples d'hommes, la question se pose aussi parce que eux, ils vont essayer de recourir, ce qui n'est pas possible en France, à la gestation pour autrui, qui est toujours interdite, hein. Donc ça, en dépit de l'évolution des lois bioéthiques, la GPA est toujours interdite en France, 16-7 du Code civil. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, ben, il y a un tourisme procréatif qui forcément s'est développé. Et donc, il y a des couples qui vont aller par exemple aux États-Unis, au Canada, pour recourir à des GPA et revenir en France avec l'enfant. Et ben, qu'est-ce qu'on fait pour établir sa filiation, sachant que la GPA n'est pas possible en France? Bon, donc là, heureusement, on a quand même un droit qui est relativement protecteur et qui permet d'essayer de protéger cet enfant qui, lui, en fait, n'a rien demandé à personne et qui doit avoir une filiation qui est reconnue. Donc, alors, la filiation, ça pourrait être pour l'adoption ou en fait, on va demander une reconnaissance judiciaire si, par exemple, à l'étranger, on avait obtenu un jugement où on est reconnu comme étant parent de l'enfant et qu'on pourrait faire reconnaître en France. Voilà. Mais tout ça, ça pose des questions très complexes avec moult jurisprudences qui viennent répondre à ces questions et évoluer au fur et à mesure du temps. Rappelons que 2 millions de Françaises en âge de procréer souffrent d'endométriose ou d'adénomiose. Ces maladies systémiques chroniques nécessitent en moyenne 7 à 10 ans pour être diagnostiquées. Pourtant, elles restent largement méconnues. Pour comprendre leur impact sur la société, il faut d'abord saisir de quoi nous parlons. Pour faire très simple dans la définition, on va dire que c'est une migration de tissus, de cellules du type utérin qui vont migrer en dehors, sur toute la partie. Ça peut être sur les ovaires, ça peut être sur le cul-de-sac de Douglas, ça peut être migré aussi au niveau de l'intestin, au niveau de la vessie. Donc c'est une migration de tissus type endomètre qui va migrer. Ces tissus-là, ils vont réagir tous les mois quand il y a les règles et donc ils vont saigner et donc créer des douleurs inflammatoires très importantes. Donc ça devient une maladie inflammatoire chronique et invisible. L'adénomiose, pour faire très simple, c'est l'endométriose de l'utérus. Donc c'est comme si on avait de l'endométriose à l'intérieur de l'utérus. Donc ça crée des contractions utérines permanentes, donc des douleurs permanentes. Si on veut faire un peu plus simple encore, c'est comme si on avait des contractions de grossesse, d'accouchement en permanence. Le diagnostic est souvent un parcours semé d'embûches. Entre méconnaissance médicale et minimisation des symptômes, les femmes se retrouvent isolées face à leurs souffrances. Alors Fleur, quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit: «Moi, j'aimerais témoigner, parce que j'ai eu, une adénomiose». C'est assez délicat, en souffrance, donc physique, psychologique aussi, parce que forcément, comme expliquait Alice, il y a vraiment cette sensation d'être couché en permanence. Donc ça vous anesthésie, vous êtes figé au sol, impossible de bouger. C'est invalidant pour le quotidien, pour le travail. J'ai été sous thérapeutique pendant un temps, sauf qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires et peu de bénéfices. Donc comme j'avais eu un parcours où j'avais eu des enfants, j'ai eu cette chance d'avoir des enfants, on a opté pour l'hystérectomie. Dans l'intimité de cette rencontre entre professionnels et personnes concernées, nous prenons conscience avec Christine que la parole petit à petit se libère. Moi, ça a été diagnostiqué, donc pareil, endométriose, adénomiose, il y a 3 ans et c'est en fait ma généraliste qui m'en a parlé. À aucun moment, ça ne m'était venu en fait à l'esprit que ça pouvait être ça.
En fait, face à des symptômes, diffus, on va dire, il y avait problèmes au niveau digestif, de la fatigue, les douleurs de règles et cetera. Mais moi, finalement, je vivais avec en me disant: «Bah, c'est comme ça, voilà, j'ai mal et puis, ça doit être normal, en fait». Et on intègre ça comme une forme de oui, de normalité en se disant: «Bon, bah, c'est tout». J'ai pas de réel suivi en réalité. Ça a été diagnostiqué, donc je suis contente, voilà, super. On m'a remis une IRM, super, endométriose, adénomyose. Puis après je me suis dit: «Bon, bah, voilà, bah, c'est bien». Je sais ce que c'est, mais je fais avec et donc je continue de faire avec. Mais je suis contente de savoir que effectivement, je me doute qu'il y a des suivis qui peuvent être mis en place, mais en réalité, moi, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté finalement au diagnostic et voilà. 20 ans. C'est le temps qu'a mis Lisiane pour obtenir un diagnostic précis. 20 ans de traitement inadapté des symptômes. 20 ans d'une vie mise entre parenthèses. Alors, au départ, j'avais des médecins traitants qui me disaient que j'avais des gastroentérites tous les mois. Puisque forcément l'inflammation, faisait en sorte que les selles étaient liquides, la douleur me faisait vomir, donc c'était une gastro-entérite. Je me souviens même avoir dit une fois à ma mère: «Mais c'est pas possible maman, j'ai une crise d'appendicite tellement je souffrais» et en gros, elle s'est moquée de moi parce que c'était des règles, c'était normal et que bon, je ne lui en veux pas, je vous rassure. Il a fallu que j'attende, d'avoir, ma dernière grossesse pour que finalement on fasse des recherches. Quand vraiment on se centre là-dessus et puis une opération, 2 opérations, 3 opérations. Quand on dit qu'effectivement c'est des morceaux qui remontent très haut, j'en ai jusque sur les poumons, sur le côlon, enfin voilà, sur des tas de parties de mon corps où on m'a enlevé des petits morceaux pour me mettre des pastilles à la place et jusqu'au jour où effectivement on arrive à l'hystérectomie totale parce que on nous dit qu'il y a pas de solution, qu'on a 38 ans, qu'on a 2 enfants et puis finalement, c'est pas très grave. Sauf que, derrière, s'est enchaînée la dépression. On a pu en parler, Christine, et j'ai dû faire le deuil de mon utérus, mais aussi le deuil de ma maladie parce que j'avais vécu 25 ans avec l'endométriose et avec les douleurs et bizarrement il faut faire le deuil aussi des douleurs et de la maladie. Donc voilà. Je pense que les médecins, ils font leur maximum, sauf qu'il y a 25 ans, on n'en parlait pas dans l'endométriose, hein. On en parle de plus en plus. On va voir tout à l'heure qu'avec avec vous, Natacha, que la loi également essaye d'évoluer là-dessus, mais on n'en Moi, parlait ça m'est pas. arrivé en 2017 et 2017, c'était hier, quoi. Ouais, ouais, Moi, ouais, ouais, ouais. 2017, ça m'est tombé dessus, à Oui. 35 ans, sans jamais de problème avant. Et à Ah oui. 35 ans, endométriose sévère, adénomiose, et ma vie a basculé. 35 ans, j'avais 70 ans dans mon corps. Je ne pouvais plus jouer avec ma fille, plus jouer au Playmobil, je ne pouvais même plus être assise. Je tournais à 5-6 anti-inflammatoires par jour pour pouvoir tenir une journée à peu près normale. Et à 37 ans, c'est pareil, la question se pose de dire est-ce que vous voulez un deuxième enfant je ne sais pas, je suis en reconstruction de couple, je ne sais pas trop. Et il n'y a pas de solution. Pareil, l'hystérectomie. Mais l'hystérectomie m'a sauvée. A sauvé ma vie et a fait ma reconstruction derrière et ma reconversion professionnelle aussi. Face à ces diagnostics tardifs, certaines femmes que le droit tente de protéger subissent ces opérations lourdes et irréversibles. Parce que c'est handicapant quand même, il doit y avoir des conséquences, hein. On peut Bien sûr, pas au alors quotidien. toutes les maladies, inflammatoires, chroniques vont avoir des conséquences, hein, sur, notre capacité de travail et effectivement vont se poser les questions donc d'invalidité, d'incapacité ou d'inaptitude. L'inaptitude, elle va être décidée par le médecin du travail, là où l'invalidité va être décidée par le médecin conseil. Quand on parle d'invalidité, on parle en réalité d'état général, hein. Il y a différents pourcentages, enfin des degrés en gros d'invalidité et c'est sur l'état général. Mais on pourrait être invalide à par exemple 10 et apte à son poste de travail. Donc l'inaptitude en réalité concerne exclusivement le poste de travail. Donc quand on est inapte, ça peut être inapte à son poste, mais on peut être reclassé au sein de c'est même une obligation à l'employeur de chercher un reclassement. Donc il y a toutes ces notions effectivement qui vont entrer en jeu et on peut obtenir, donc il ne faut pas hésiter évidemment à en parler, obtenir des aménagements aussi de son poste, et cetera. L'endométriose, qui touche 2 millions de Françaises, n'est plus une maladie silencieuse. C'est un enjeu de santé publique majeur qui interroge notre capacité collective à prendre soin de 10% des femmes en âge de procréer. Grâce aux témoignages courageux de ces femmes, à l'évolution de la recherche médicale et à la mise en place progressive de filières spécialisées en France, l'espoir renaît. Car derrière chaque diagnostic, il y a une femme qui reprend le contrôle de sa vie, de son corps, de son avenir.
Après avoir accompagné les femmes tout au long de leur vie reproductive, nous arrivons à une étape souvent passée sous silence. La ménopause concerne toutes les femmes, généralement entre 45 et 55 ans. En France, près de 12 millions de femmes sont ménopausées ou préménopausées. Cette transition naturelle, qui dure en moyenne entre 4 et 5 ans, reste pourtant entourée de silence dans notre société occidentale, contrastant avec d'autres cultures qui valorisent cette étape comme un passage vers la sagesse. La préménopause, c'est la période qui va précéder la ménopause. Et donc, c'est une période où les cycles vont devenir plus irréguliers. Il peut y avoir des saignements entre les règles. Et souvent, voilà, à cause justement de ces modifications hormonales, on a des symptômes souvent de bouffées de chaleur. C'est vraiment ça qui est classique, surtout exacerbé la nuit. Mais il y a pas mal d'autres symptômes de sécheresse générale, sécheresse cutanée, des muqueuses, notamment des sécheresses vaginales qui peuvent entraîner des troubles de la sexualité. Et par rapport à ces changements hormonaux, aussi au niveau de l'humeur, de la libido. Donc, c'est des symptômes que beaucoup de femmes vivent quand même, les symptômes de la préménopause, plus ou moins fortes. On en parlait tout à l'heure, c'est quand même assez rare les femmes qui n'ont pas vécu au moment voilà, d'entrer dans la ménopause ces symptômes et qui peuvent s'étaler sur une période courte de quelques mois, même si c'est toujours un peu trop long parce que c'est pas super agréable, ou de plusieurs années. Ça peut être plus ou moins long cette période d'entrée en ménopause. Alors la définition de la ménopause, c'est une définition, c'est plutôt clinique, c'est-à-dire que c'est 1 an sans règles. Et ça, c'est les symptômes physiques et un Voilà. peu psychologiques, enfin, avec la libido. Il y a aussi le trouble identitaire de ce changement de cap, un peu comme les premières règles, entrer dans la vie fertile. Maintenant, on sort de la vie fertile. C'est bon, c'est une autre période de la vie qui n'est pas toujours mise en valeur dans nos sociétés. Et donc, il y a aussi tout ce deuil de la fertilité, comme on en a parlé aussi avec l'hystérectomie. Même des fois, quand il n'y avait pas de projet d'un autre enfant, en tout cas, c'est plus possible. Donc, voilà, ça fait repenser un petit peu qui je suis dans la société, qu'est-ce que je fais, comment me définir. Exactement. Véronique, 60 ans, témoigne de son expérience personnelle de la ménopause, révélant la réalité quotidienne de ces transformations. J'ai été très attentive à tout ce qui a été dit parce que, moi, l'endométriose, je pense que ça n'existait pas en 78, donc je suis ménopausée et effectivement, j'ai des bouffées de chaleur. On parlait de préménopause et cetera, on ne sait rien, on n'est pas informé. Effectivement, on ressent des choses dans son corps. Moi, j'ai ressenti plein de choses. Les bouffées, c'est vraiment le truc, le plus désagréable parce que moi, j'ai des bouffées de chaleur avec sudation. Donc, selon la période, je me change 2 ou 3 fois dans la journée, parce que c'est pas que la nuit. Donc je suis des fois gênée selon où je me trouve, parce que moi je ressens que je transpire en fait, hein, mais je sais très bien que c'est ça. Le mot de ménopause, il n'est pas anodin, je trouve, c'est vraiment le temps de pause. C'est aussi un temps de pause sur soi. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, un peu une sorte de bilan de vie aussi, parce que du coup, je ne serai plus fertile, j'allais dire pour autrui, mais je peux être maintenant fertile pour moi. Et souvent, on dit que les bouffées de chaleur, elles arrivent la nuit parce que c'est le seul moment aussi où on est tranquille avec soi-même. C'est le seul moment où on se fout la paix. C'est le seul moment où on nous fout la paix. C'est le seul moment où on peut être là avec soi et dire « Ok, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait ?» Plus la femme va se respecter et plus en fait le corps va être sympa avec nous. La sexualité, c'est pareil, hein. Donc la sexualité, franchement, j'ai de la libido, mais effectivement la pénétration, ça fait mal. Ça fait mal, c'est pas cool, ça brûle. Donc on essaye, hein, des ovules, des machins, franchement, non, mais j'ai pas envie de ça. Je trouve que c'est pas naturel, ça casse le truc. Loin d'être la fin de la sexualité, la ménopause peut devenir l'opportunité d'explorer de nouvelles formes d'intimité, plus centrées sur le partage. C'est comme on avait dit par rapport au cycle menstruel, plus on accepte son cycle, plus on est en accord avec son cycle, plus on est aligné avec soi, moins il va nous embêter. Et c'est pas sur la ménopause. Et du coup, pour la sexualité, ça va être complètement différent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la sécheresse vaginale, il y a les tissus qui vont devenir un petit peu différents, ça peut devenir plus douloureux. Mais comme je leur dis souvent, en fait, les portes se ferment. Pourquoi? On n'est plus fertile. Donc la pénétration, techniquement parlant, n'a plus lieu d'être. C'est plus une obligation. En tout cas, il n'y a plus besoin d'avoir de pénétration puisque le corps n'est plus fertile. Et c'est là, en fait, on va basculer, si le couple accepte, ou en tout cas si la femme accepte, c'est aussi de basculer dans une autre sexualité, plus douce,
plus émotionnel, mais plus centré sur tout le reste du corps, plus centré sur le partage. On va être dans du sexe plus lent, plus centré sur le contact, sur le toucher. On va vraiment venir travailler le rapport à son corps, le rapport à l'autre. Qu'elles se réapproprient leur corps par le toucher. On fait tout dans l'urgence. On prend une douche, on prend une douche, on se lave, mais on se touche plus. Quand on met sa crème, on la met très rapidement. On prend plus le temps d'avoir cette sensation du toucher pour se réapproprier cette sensorialité qui est importante dans la féminité. C'est vraiment déculpabiliser, se réapproprier ce corps. J'ai bien enregistré certaines choses. Avec mon amoureux, on va réinventer notre sexualité. Yes! Je pense que je vais essayer vraiment. Et je vais peut-être en parler à ma maman qui a plus de 80 ans. À plus de 80 ans, elle a encore des bouffées de chaleur. Moi, quand j'ai posé la question à mon gynécologue, il me dit ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. C'est ça. Ah! Et ça fait 12 ans que j'y suis et j'y suis encore. Hein, tu vois? Et c'est agaçant parce qu'on n'en voit pas de fin. Donc, on n'arrive pas à se projeter non plus. Et quand on a des grosses fatigues, un grand coup de pompe, là, on n'est pas épaulé, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Je voulais juste rebondir là-dessus. Avant la ménopause, on est dans le faire, dans l'action, hein, dans vraiment la créativité et vraiment la productivité, on va dire. Et à la ménopause, on vient dans l'être. Hein, devenir et sentir. Et j'ai beaucoup aimé les petits mots subtils que tu as dit, parce que c'est une approche vraiment qui me touche personnellement. Alors, on a quand même cette androgynie qui arrive avec cette petite obésité abdominale qui va s'installer tranquillement mais sûrement, on va dire. La transformation mammaire, la sécheresse cutanée. Donc, au niveau, on va dire, hormonal, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est peut-être d'introduire, sauf si bien sûr antécédent de cancer hormonodépendant, des phytohormones. Dans le soja, le tofu, c'est protéiné, donc c'est intéressant aussi par rapport aux muscles. Il y en a aussi dans la sauge, par exemple. C'est quand même la plante historiquement de la femme, donc la sauge est aussi intéressante. Le houblon dans la bière. Une petite bière, et pourquoi pas, c'est plein de vitamine B. Ça justifie d'autant plus la petite bouée. Oui, mais c'est plein de vitamine B, donc c'est intéressant pour les cheveux aussi, ne l'oublions pas. Alors, de temps en temps, bien sûr, Mais oui. c'est des conseils naturopathiques, voilà. Dans le monde professionnel, la ménopause reste un sujet difficile à aborder, malgré son impact réel sur la vie active des femmes. La ménopause, je ne sais pas si ça avance aussi au niveau du travail, parce que la ménopause est aussi handicapante au niveau du travail, puisque les bouffées de chaleur, c'est pas que la nuit, on l'a aussi la journée et on est aussi fatigué. Et quand on a un métier qui demande énormément d'énergie, souvent on nous le reproche, on dit: «Oh bah, tu commences à être vieille, peut-être que tu peux plus garder ce poste, c'est le moment de reculer un peu», alors que c'est pas le but, on fait une carrière, c'est pour arriver en haut. Donc voilà, donc je me demandais, est-ce qu'un patron peut dire à son employé ménopausé, «On peut pas te garder à ce poste-là, tu n'as plus l'énergie», quoi. Je pensais qu'on en était au stade de la proposition de loi, mais en réalité, on en est qu'au stade du rapport qui a été adressé au gouvernement. Donc, il y a un rapport qui a été fait par une députée qui a été déposé le 9 avril dernier au gouvernement pour justement étudier l'impact de la ménopause sur le travail. En fait, on n'a aucun chiffre. C'est quelque chose qui n'a absolument pas été. Personne s'est penché là-dessus, en fait. Donc, on n'a même pas d'idée d'un impact économique, en réalité, de la ménopause sur le travail, alors, de tous les impacts, de toute façon, de manière générale. Donc, pour l'instant, on a eu ce rapport qui a été déposé avec un certain nombre de préconisations, mais de préconisations en vue d'une étude, en réalité. Donc, on est vraiment qu'aux prémices. Voilà, on est vraiment sur l'ébauche d'une réflexion sur la question. Certains n'ont pas attendu pour mettre en place des choses à ce niveau-là, et ça, c'est très positif, donc il faut le dire. Et on a par exemple la métropole de Strasbourg qui a mis en place un congé ménopause. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été expérimenté. Donc certaines femmes peuvent en bénéficier, et donc c'est extrêmement positif. Aujourd'hui, une nouvelle génération de femmes réinvente la ménopause, non plus comme une fin, mais comme un nouveau commencement. Un second printemps où elles reprennent le pouvoir sur leur vie, à l'image du média Mesdames, propulsé par Meitena Biraben et Alexandra Kruk, et qui s'adresse aux femmes de plus de 50 ans pour leur redonner la visibilité qu'elles méritent. Un sentiment partagé par nos témoins, qui revendiquent de ne pas s'effacer au prétexte qu'elles ne sont plus reproductives,
et qui s'accorde enfin d'être pour elle-même. L'évolution de la femme, de la place de la femme dans la société, en tout cas, dans notre société à nous, c'est quand même que la femme, elle a eu de plus en plus de liberté avec, notamment, bah, la contraception, l'IVG et cetera. Moi, ce que je retrouve, en tout cas, dans les patientes que je reçois, qui sont en préménopause ou ménopausées, qui ont ces symptômes-là, souvent, quand même, il y a pas mal de blessures au long de la vie de la femme, de rapports pas toujours consentis, d'avoir gardé une sexualité, parce qu'il fallait, mais qui était douloureuse et pas épanouie. Avoir subi, un climat conjugal qui était pas idéal, mais on n'a pas toujours, voilà, la liberté de partir qui, pour des raisons, familiales, sociales, religieuses, reste aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité, en fait, en acupuncture quand on voit des femmes ménopausées, beaucoup de femmes qui, des fois, se sont séparées et du coup, le travail, il est aussi, comme on disait, dans cette un peu cette crise identitaire et se dire: «Mais moi, je mérite d'être, moi par moi-même, je mérite d'avoir ma sexualité» et on se repose des questions sur: «Qu'est-ce que moi je veux?» et c'est des patientes, quand on leur dit: «Mais vous aimez quoi du coup, au niveau de la sexualité?» Bah, elles savent pas parce qu'elles disent: «Bah, je sais pas, je faisais ça parce que mon mari aimait bien ou je faisais ça pour faire plaisir à mon mari». Mais c'est même des questions des fois qu'elles se sont pas posées. Je pense que plus tard, on aura une relation à nous, à la ménopause qui sera différente de la vôtre, parce qu'on apprend à s'accepter tel qu'on est déjà aujourd'hui, avec nos premières règles, avec nos premiers rapports, avec nos premiers travails, nos changements au niveau physique aussi. En tout cas, j'espère que ça va évoluer dans ce sens-là. Et en tout cas, ça en prend la voie, donc c'est bien. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui qui, enfin, moi, je trouve exceptionnelles, justement, c'est qu'on en parle. On en parle beaucoup plus, on en parle énormément. Et l'autre jour, j'ai découvert une femme qui fait carrément des retraites de 3-4 jours qu'entre femmes ménopausées pour venir fêter leur ménopause. Alors, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de larmes, il y a une sorte de deuil aussi de sa vie, le deuil d'une vie pour créer une nouvelle vie. Qu'est-ce qui se passe à la ménopause? C'est qu'on n'a plus de filtre. Les hormones sont parties et on est nature peinture. Donc, ça parle et ça dit les choses. Et je trouve ça chouette aujourd'hui quand même, on est en 2025, qu'on puisse en parler et en reparler. De la puberté qui touche chaque année 1 million de jeunes filles françaises, à la ménopause qui concerne 12 millions de femmes, en passant par les 240 000 IVG, les 200 000 fausses couches et les 2 millions de personnes atteintes d'endométriose, ce voyage à travers les cycles féminins révèle l'ampleur des enjeux. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ils représentent des vies, des parcours, des défis quotidiens. On a vu tout au long du recueil de ces témoignages l'importance que revêtaient les cycles féminins dans la société et la manière dont ils s'articulent à chaque âge de la vie autour des interactions sociales. Mais à l'inverse, cette société a encore beaucoup de chemin à parcourir pour lever les freins et les biais qu'elle impose au cycle féminin, pour briser les tabous, améliorer l'accompagnement et reconnaître la diversité des vécus féminins. Car comprendre et respecter ces cycles qui rythment la vie de la moitié de l'humanité, c'est reconnaître la richesse et la complexité de la condition féminine et construire une société plus juste et bienveillante. Not